Take-off, press 7, 8 knots check. 432 Tango Bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Et bien bonsoir, de droite et bonsoir, de gauche en attendant la France, 102 Tango. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight already 401 to London Heathrow. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue les amis dans la zone aéro. Il est mercredi soir, j'espère que vous allez bien, on a quelques petites minutes de retard, mais c'est pas grave puisqu'on va se rattraper dans un instant. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous, pilotes, vous avez pu voler ces derniers jours, en tout cas dans le sud il a fait meilleur, je sais pas ce que ça donne dans le nord, mais en tout cas, ici ça vole un petit peu, donc c'est quand même mieux que la semaine dernière. Salut FreeFlight, alors oui, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un coucou dans le chat, comme ça apparaît ici, vous voyez l'écran qui est là. Et l'idée, c'est vous dites bonjour et je vous réponds. Donc n'hésitez pas à le faire, comme FreeFlight qui vient d'arriver. On salue toute l'équipe de la modération qui est là, qui est fidèle au poste et qui œuvre toujours à la bonne réalisation de cette émission. Donc merci à eux. J'entends rien, 83 000 qui est là, sacré Jean qui est avec nous, futur pilote, futur élève pilote. On va le visser un petit peu. Bien, bonsoir Jean. Allez, qui je n'ai pas vu? Il faut que je remonte. Remettez des bonjours dans le chat, s'il vous plaît. Oui, 0K qui a renouvelé son abonnement, ça fait 15 mois. Vous vous rendez compte? 15 mois qu'il est fidèle avec nous, 0K. Salut Julo qui est là. Lord Gibus également, je l'ai vu passer. Philemon Mothercoin qui est là, de la bonne communauté de Sébastien. Cynthia Hero qui est là. Eh ben, ça fait plaisir. On en reparlera de Cynthia Hero un de ces jours, vous verrez. Vous n'êtes pas prêts, mais je vous le dis, on en reparlera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites coucou dans le chat les copains. Alors avant de démarrer, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Déjà, je salue aussi les gens qui vont nous suivre pendant le replay pendant le replay sur YouTube, puisque vous savez que les émissions sont en replay sur YouTube, qu'elles sont décalées de 14 jours, pour être exact, donc 2 semaines. Si l'émission sort, si le live a le lundi, l'émission sort 14 jours le lundi d'après, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de la zone aéro quand vous voyez les replays, et cliquez sur le pouce en dessous. Pourquoi? Parce que ça nous augmente, ça nous fait monter dans l'algorithme de diffusion. Du coup, on est mieux référencé, on est mieux trouvable, et on va pouvoir agrémenter l'émission grâce à tout ça. On va mettre un poster derrière, on va faire des trucs qui sont cool. Donc n'hésitez pas à suivre les replays de la zone aéro, tout comme les podcasts aussi, puisque Julo s'en occupe, on en reparlera en fin d'émission, vous aurez les liens. Vous pouvez suivre la zone aéro dans vos voitures en podcast, vous récupérez l'audio, et puis c'est parti. Salut Jordan, la Suisse est parmi nous, comment ça va mon petit Jordan? Merci pour le lien de YouTube, Jordan. Fantastique cette modération, toujours réactive. Alors, je vous rappelle que si vous n'êtes pas follow de la chaîne sur Twitch, n'hésitez pas à le faire, c'est en dessous, ça déclenche une animation. Si vous souhaitez... Ah, il y a Fred également qui est là. Fred, comment ça va mon petit Fred? J'espère que tout va bien. Fred instructeur, on va retrouver bientôt aussi. Donc, pour soutenir la chaîne, vous cliquez sur le follow qui est en dessous, ça déclenche une animation et vous êtes follower, vous avez les notifs, pas de problème. Vous pouvez également la soutenir. Comment? En prenant un sub, un abonnement, vous cliquez en dessous, c'est 30 jours, ça vous donne... Déjà, vous n'avez plus de publicité, ce qui est quand même cool. Vous pouvez le suivre, le live sans coupure. Le deuxième avantage, c'est que dès qu'on a terminé les émissions, avant le 14 jours de YouTube, vous pouvez voir les replays en primeur. C'est un petit cadeau qu'on vous fait, ce qui est normal puisque vous soutenez la chaîne. Et puis, troisième chose, vous pouvez vous abonner gratuitement. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit que si vous avez un abonnement Prime vidéo, ou Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement pendant 30 jours sur une chaîne. Donc choisissez la zone aéro, puis ça fera comme si vous preniez un abonnement normal, sauf que c'est gratuit puisque c'est inclus dans l'abonnement tous les 30 jours. Et puis enfin, vous avez la page Patreon de l'émission, donc ça c'est, on va dire, un système de soutien un peu plus financier d'abonnement avec des contreparties. Ça nous permet d'investir dans ce que vous avez là, les barres mobiles, les caméras, les ordis, parce qu'il a fallu investir là-dedans. Et donc l'idée c'est d'être à l'équilibre, encore une fois. On le rappelle, on le répète encore une fois, qu'on n'est pas là pour générer de l'argent, mais on est là pour partager la passion de l'aéronautique, de l'aviation, et puis de la mettre à dispo de tout le monde. Voilà, donc vous avez toutes les teneurs, tous les outils pour pouvoir nous suivre et nous soutenir, parce que c'est ensemble qu'on ira le plus loin. C'est beau ce que je dis, je vais pleurer. Bref,
On va attaquer tout de suite par le dépôt du plan de vol, donc à savoir de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, on le voit tout de suite. Allez, c'est parti, je vais faire apparaître, il est là, attention, hop, je l'appelle, oh, ça y est, il est là. Actualité du terminal dans un instant, j'ai 5 petites news à vous partager aujourd'hui, vous verrez, ça part, je ne veux pas dire que ça part dans tous les sens, mais on va aborder plein de sujets différents. Et voilà, PP Alizé 59 qui vient d'arriver, je crois reconnaître le pseudo PP Alizé, bienvenue dans la zone aéro, vous avez vu? Ben voilà, c'est ça, quand on follow la zone aéro, c'est quand je suis unanime. L'actualité du terminal dans un instant, donc 5 petites news à vous partager. Ensuite, la séquence au sol et en vol. Je suis sûr que vous êtes passionné de patrimoine et ça tombe bien puisque ce soir nous recevons Daniel Espard qui est avec nous, qu'on retrouvera tout à l'heure dans la séquence au sol et en vol et on parlera de patrimoine. Quid du patrimoine aéronautique aujourd'hui? Comment elle est tombée dans ce virus du patrimoine aéro, de l'avion de collection, du soutien des associations, bref, vous pourrez poser toutes vos questions si vous aussi, vous êtes passionné de, on va dire, d'aéronautique ancienne, de toutes ces choses-là, et ben voilà, vous pourrez poser vos questions à Daniel parce qu'elle vous donnera sûrement des tuyaux pour pouvoir y arriver et puis soutenir les associations de collection. Et puis donc fin d'émission, comme d'habitude, la foire aux questions, remise de gaz, donc les 5 dernières minutes pour vous parler du programme, puisqu'il va falloir rester avec nous. Ce soir, on va vous présenter le planning du mois de décembre. Ça y est, c'est fait, c'est verrouillé. On a un gros mois de décembre avec des trucs un peu uniques. Donc restez avec nous parce qu'on en parle à la fin de l'émission tout à l'heure. On verra les visuels ensemble et il y a du lourd, j'en dis pas plus. La surprise sera tout à l'heure parce qu'il y a un peu de surprise. Voilà, allez, je repousse voilà, le programme. Et puis tout de suite, c'est parti pour l'actualité du terminal. Et nous sommes partis, ça y est, la caméra elle est là. Nous sommes partis sur l'actualité du terminal dans un instant avec 5 petites news à vous partager aujourd'hui. On va commencer par parler Airbus. Bah oui, c'est un Airbus que vous avez sur l'écran, ici, là. On va parler du premier A350 livré chez Emirates. Vous savez que Emirates a misé sur les A380. On les connaît, hein, et les 777, on en a déjà parlé dans cette émission. Et la compagnie a décidé de diversifier sa flotte avec des nouveaux A350 qui vont arriver et des 787. Donc l'A350, le numéro 1, on va dire, est plus petit, il est un peu plus flexible, il va permettre à Emirates de desservir des destinations qui sont peut-être moins fréquentées et, in fine, parce que c'est ça l'objectif quand même, c'est d'améliorer sa rentabilité. Initialement, cet avion est configuré en 3 classes sans première, donc c'est rendre plus accessible, on va dire, le voyage. Il rentrera en service commercial en janvier 2025, donc c'est demain, et la première ligne aura lieu entre Dubaï et Édimbourg, puis desservira également des villes françaises dont Lyon. Voilà, donc il y aura Emirates qui arrivera sur Lyon. Le premier A350, celui-ci est le prémisse de 65 autres livraisons d'A350 et devrait marquer un tournant stratégique pour Emirates qui va donc proposer une offre qui va être beaucoup plus diversifiée à ses clients. À suivre cette évolution de Emirates. Pas de première classe aux Emirates, bah, pas sur les A350, il y en a sur les 380 et les 777 aussi, mais sur ceux-là, bah, voilà, ils ont décidé de se mettre comme ça au niveau stratégie, donc à suivre, c'est intéressant ce positionnement d'Emirates aujourd'hui sur ce nouveau type d'avion. On continue les amis avec, vous en avez sûrement entendu parler, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, dans l'actu, il y a eu un crash d'un 737 cargo du côté de Vilnius. On sait les 3 classes? Ouais, c'est la classe à Dallas, Jean. Ah, c'est ça. Non, les 3 classes, je pense qu'ils les annonceront bientôt. Je ne sais pas si c'est encore verrouillé, mais ils en font de la promo à coup sûr. Le crash donc du 737 cargo à Vilnius. Donc c'est un 737-400, donc un modèle assez ancien, vous pouvez le voir sur la photo, c'est le même type d'avion qui s'est écrasé lundi lors de son approche finale sur l'aéroport de Vilnius, en Lituanie.
L'avion opérait pour la société DHL, hein, donc c'était un avion cargo, et il a percuté une maison après avoir glissé sur une centaine de mètres. Alors je vous ai pas remis la vidéo, mais vous la trouvez sur les réseaux sociaux et sur Internet sans problème. Les causes de l'accident sont encore inconnues, parce que c'est trop tôt, hein, c'était avant-hier, donc il faut prendre le temps d'attendre et de vérifier un petit peu ce qui s'est passé. Les autorités ont évidemment ouvert une enquête pour déterminer les raisons de l'accident, qui a été quand même assez important, il faut le dire. Un membre d'équipage a malheureusement perdu la vie et d'autres ont été blessés, mais heureusement, aucune victime n'a été à déplorer parmi les habitants de la maison qui a été percutée. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe, et puis on attend avec impatience le rapport d'enquête, parce que souvent il y a des belles expériences à en tirer, notamment sur le plan du facteur humain. Donc, à suivre pour le crash de ce 737-400 qui opérait pour DHL. On enchaîne avec un sujet dont on va reparler au mois de décembre, la fin de l'Afgas aux États-Unis, point d'interrogation. C'est l'industrie de l'aviation générale qui est en pleine mutation, vous le savez, ici et ailleurs d'ailleurs, avec l'émergence de carburants d'aviation sans plomb, destinés à remplacer le fameux Avgas, le 100 LL, qu'on trouve notamment en aviation légère. Deux principaux acteurs se positionnent sur le marché américain, c'est Swift Fuel et GAMI, G-A-M-I. Ils se disputent donc ce marché émergent avec leurs produits respectifs, donc le 100R pour Swift Fuel et le G100UL pour GAMI. Alors si les deux carburants ont reçu les approbations réglementaires de la Fédération américaine de l'aviation, leur composition chimique et leur méthode de certification sont en revanche complètement différentes. Swift Fuel va mettre l'accent sur une certification complète, de A à Z, et bienvenue à Le Grizzly 73 qui vient d'arriver. On est dans l'actu du terminal. Donc Swift Fuel met l'accent sur une certification complète pour garantir une large adoption et une compatibilité avec le plus de types d'avions possible. Voilà. Et GAMI, quant à lui, a obtenu l'approbation de la Fédération américaine de l'aviation, mais il fait face à des questions concernant la compatibilité de son carburant. Pourquoi ? Face à certains composants, notamment des composants sur le, comment dire, on va dire, ceux fabriqués à partir de matériaux élastomères, donc comprenez par là tout ce qui est durite. Vous savez que généralement, quand on met, vous l'avez peut-être vu avec vos voitures, si vous mettez du E85 dans une vieille voiture, ça va manger un petit peu les durites, ça peut manger tout ce qui est matière plastique. Là, justement, il va falloir essayer de rendre compatible ce truc-là. Donc c'est un gros chantier. Au-delà des aspects réglementaires, il y a des différences techniques quand même entre les deux carburants, notamment dans la formule qu'ils emploient, c'est pas tout à fait la même. Il y a des additifs, et la présence de certains additifs comme le xylène dans le G100UL peut influencer d'une part les performances des moteurs, la durée de vie des composants, on en parlait à l'instant. Les enjeux sont multiples aussi. Pourquoi ? Parce que on est en train de faire une transition vers de nouveaux produits, il va falloir faire des tests rigoureux pour être sûr que ce soit fonctionnel avec un maximum d'avions, puis qu'il n'y ait pas trop de panne en vol, parce que c'est un peu quand même ça l'objectif. Et puis, il va falloir former aussi les pilotes à le choix et l'utilisation des autres avions. Excuse-moi, je viens d'arriver, tu parles IRL ou là on est IRL, hein. C'est carburant, aviation, IRL, c'est la vraie vie. On n'est pas dans le simu. Là, c'est vraiment la vraie vie, et ça se passe aux États-Unis. Et puis enfin, la disponibilité et le coût des carburants sont des facteurs qui vont être déterminants pour l'adoption à grande échelle. Le choix du carburant idéal va dépendre d'un équilibre entre les performances, évidemment des avions, la compatibilité, les coûts et aussi les contraintes environnementales, puisque le but, c'est le fameux 100 LL qui est l'olide, c'est de virer le LL, donc d'enlever toute la partie plomb, qui est quand même polluante, par quelque chose qui l'est beaucoup moins. Donc c'est un peu, si on remonte à quelques années en arrière, le passage du super à l'éthanol. Voilà. Essayez de le voir un petit peu comme ça. C'est un petit peu ça qui est en train de se profiler du côté des États-Unis. Et quid du remplacement de l'Avgas en France? On en parlera, ça tombe bien, en mois de décembre, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on aura un expert justement de la transition en carburant qui sera avec nous. On y consacrera une émission, donc restez bien dans la zone aéro. On enchaîne avec un sauvetage, et l'avion qui est sur la photo, l'avion de l'armée de l'air et de l'espace, c'est un CASA, c'est un avion
de l'escadron de transport 50 qui a effectué un sauvetage maritime réussi au large des Seychelles. Pourquoi? Il a été alerté par le CROSS, qui est le centre régional des opérations de sauvetage en mer de la Réunion. Il y a eu un naufrage, donc ils ont été prévenus, et l'équipage d'un CASA a modifié sa mission, il était en vol, pour porter secours à Plaisancier, qui était donc en difficulté suite au chavirage du bateau. Cette opération démontre à la fois l'efficacité et la réactivité des forces armées françaises qui sont basées dans la zone sud de l'océan Indien, et grâce à une coordination d'ailleurs efficace avec les autorités séchelloises, le Plaisancier a pu être secouru et ramené sain et sauf sur Terre. Donc évidemment, rôle essentiel des forces armées dans la zone sud pour la protection des populations, la coopération régionale, c'est pour cela en fait que les avions sont déployés. Et les militaires sont d'ailleurs souvent sollicités dans cette zone, aussi bien pour des missions de secours, de surveillance, ou aussi de lutte contre la piraterie, parce qu'il y en a un peu. Donc on surveille un petit peu tout ça. Voilà. Et enfin, on termine l'actu du terminal de ce soir avec cette petite news insolite. Une tentative de cambriolage spectaculaire a visé les locaux de ce qu'on appelle l'OFAST, c'est l'Office anti-stupéfiant, situé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dans la nuit de vendredi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement des trafiquants de drogue qui voulaient récupérer leur cargaison de 23 kg de cocaïne, qu'ils avaient localisé avec des AirTags, vous savez, les petits ronds de chez Apple. Donc ils ont repéré où était la cargaison qui avait été préalablement appréhendée auprès d'une passagère colombienne. Donc ils ont dit, il y en a quand même pour quelques millions, on va récupérer la marchandise. Et donc ils ont tenté de s'introduire et de forcer les portes pour récupérer la drogue. Malgré les dégâts importants qui ont été causés sur les locaux, les malfaiteurs n'ont pas réussi à pénétrer dans la pièce où était entreposée la drogue. Ils ont été mis en fuite par l'activation d'un système d'alarme, mais au-delà de ce fait divers, ça pose quand même des questions en tout cas, sur la sécurité des locaux de l'OFAST, mine de rien. Les syndicats d'ailleurs dénoncent depuis quelques années le manque de protection de ces sites, notamment en termes de localisation des moyens de sécurité, parce que c'est censé être inconnu, mais finalement, tout le monde sait où c'est. Et les enjeux sont importants, puisqu'il s'agit au travers de tout ça de la protection des saisies de stupéfiants, éviter que ça reparte dans la nature, pour lutter contre le trafic de drogue, et ça met aussi en lumière la nécessité de renforcer la sécurité dans les lieux stratégiques comme ceux des aéroports. Même la sécurité des aéroports et bâtiments autour, oui, c'est ça. Voilà pour l'actualité du terminal de ce soir. Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans le chat, on est là pour l'échange, donc sans aucun problème. Et puis, si vous le souhaitez, on enchaîne sur la séquence de ce soir. On va parler patrimoine, on va parler aviation, on va parler passion de l'aviation. Et c'est Daniel qu'on va retrouver ce soir dans la séquence au sol et en vol. Et c'est tout de suite. Et elle est avec nous, elle va apparaître dans un instant, si tout va bien. Attention. Alors attendez, hop. Est-ce que... je regarde. Normalement, elle devra apparaître. Daniel, en tout cas, est-ce que tu nous entends? Oui. Allô, Daniel? Ah oui, non, c'est normal. Voilà, là, elle va nous entendre. Bonsoir, Daniel. Voilà, ça bonsoir fonctionne. À tous, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Eh bien Daniel, merci de ta présence dans la zone aéro de ce soir. On va parler patrimoine avec toi, puisque tu es une véritable passionnée. 5 sur 5 sont les vidéos, nous dit le chat, donc tout va bien. Merci à vous. On va parler patrimoine, on va parler aviation, on va parler de ton parcours, on va parler de ton implication dans la sauvegarde du patrimoine aéronautique, évidemment. Mais avant toute chose, je te propose d'attaquer comme on fait d'habitude, c'est-à-dire par une petite séquence présentation. Donc, je vais déclencher le petit chronomètre qui va apparaître ici, là par-dessus. Et en 1 minute, c'est de te présenter au chat et de nous expliquer comment tu en es arrivé à toute ton application dans le patrimoine tel qu'elle est aujourd'hui. Allez, c'est parti. On lance le chrono. Voilà, donc moi j'ai fait des études juridiques, j'ai 56 ans, j'ai 3 enfants, j'ai toujours eu un lien, un fil conducteur avec l'aviation.
Mon père était à Châteaudun, il a été aussi à Istres, il a fait beaucoup de planeurs, notamment à Blois. Et j'ai eu la chance de faire mon baptême de l'air sur un Nord Atlas à Tours en 1900, voilà, le 13 septembre 1981. Voilà. Donc, par la suite aussi, j'ai eu un grand ami au lycée qui s'appelait, qui était en fait, il s'avère que c'est le neveu de Pierre Robin. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de pilotes, d'amis de pilotes de loisirs dans tous les domaines. Après, bon, la révélation, ça a été vraiment avec un pilote, un ancien pilote de chasse, présentateur en vol de l'Alpha Jet. Et là, finalement, j'ai eu l'idée de fonder Fly Vintage avec lui en partenariat. Donc avec une réplique d'un Piper J3 Cub. Et également, on a eu un rallye qui est la date de naissance, 1968, à Morane-Saunier. Et donc là, on est parti sur des horizons différents, mais moi j'ai toujours aimé, je trouve que c'est important, la préservation du patrimoine aéronautique. C'est une identité culturelle pour la préservation et surtout la transmission aux générations futures. Donc je fais partie de plusieurs associations au fil du temps, de rencontres, les ailes anciennes de Toulouse, où j'ai appris énormément de choses et avec beaucoup de personnes passionnées, passionnantes, le musée d'Angers-Marseille. Là, je suis dernièrement donc trésorière à Alizé Marine pour sauvegarder le dernier briguet alizé en état de vol dans le monde. On en a parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, puisqu'il a déménagé de Nîmes. Voilà, maintenant il se trouve à Cuers, ce qui n'est pas si simple que ça pour toute l'équipe, mais bon, pour l'instant il est bien à l'abri. Et là, on prépare justement la saison des meetings pour 2025, où il sera bien présent cette année. Donc là, c'est une belle victoire. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je fais également partie du CHAN, préservation du patrimoine aéronautique qui est basé à Nîmes. Aéria Story, qui est une association aussi pour la préservation du patrimoine aéronautique sous différentes formes, culturelles, événementielles, notamment sur le berceau aéronautique, donc sur le plateau de Saclay. Donc il y a pas mal d'activités. Dernièrement, on a fait une émission qui s'appelait Fais-moi rêver, où j'ai eu l'occasion d'interviewer beaucoup de pilotes lors du meeting de la Ferté-Alais. J'ai rencontré aussi toute l'équipe pour la renaissance du Caudron Simoun. Ah, oui. Voilà. Avion mythique. Voilà, toute l'histoire d'André Japy et notamment tout le lien qu'il peut y avoir avec le Japon. Là, ils reviennent, ils étaient partis au Japon, donc c'est une histoire vraiment formidable à suivre. Alors j'en oublie, parce que bon, je suis partie de pas mal d'associations. C'est partout, on peut le dire. J'essaye parce que ça me passionne et à chaque nouvelle rencontre, en fait, c'est complémentaire et donc aussi la commission patrimoine de l'Aéroclub de France, cette belle institution, et également au niveau de la DGAC, la commission mémoire. Donc j'ai dû en oublier, mais bon, on en reviendra. Je pense qu'on va en revenir dessus. Évidemment, j'invite tous les amis qui sont dans le chat, si vous avez des questions pendant notre échange, n'hésitez pas à les poser. Vous connaissez le principe. On les incruste, on revient dessus et on y répond sans aucun problème. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, tu es impliqué énormément. Pourquoi on va choisir spécifiquement le patrimoine et pas forcément autre chose? Pourquoi tu t'es dit l'histoire est importante? Mais je pense que comme dirait une citation de Victor Hugo, l'avenir est une porte, le passé en est la clé. Sans les pionniers, sans tout ce qu'ils ont fait, on n'en serait pas là maintenant, on ne serait pas monté dans un avion comme beaucoup de personnes font, comme dans un bus.
Et je suis très admirative de tous nos pionniers de l'aviation. Ça m'a toujours fait rêver. J'avais des revues quand j'étais plus jeune et j'étais émerveillée de voir comment l'être humain a voulu à un moment donné sauter le pas et aller dans la troisième dimension, on va dire, et voler. Le rêve de l'homme, c'est voler, ça a toujours été ça, quoi. D'être enfin, toutes les voilà, anecdotes. Là. et de voir dans les yeux d'un oiseau, quoi. Voilà, moi, c'est vraiment ça. Quand je vois des oiseaux, je me dis, mais c'est formidable de pouvoir voler et pour tout. Voilà, donc c'est ça en fait. Et puis, je trouve que c'est important parce que l'histoire, on l'écrit au fur et à mesure, hein, on est dans l'histoire, mais après, on a un devoir de transmission pour les générations futures. Et on écrit l'histoire, et moi j'ai la chance aussi de côtoyer des personnes qui sont vraiment des légendes vivantes, on va dire, et qui sont aussi des bons passeurs d'histoire et qui s'occupent beaucoup de jeunes, qui motivent les jeunes par rapport au BIA, par rapport à la présentation de plein de choses, à la Tour ULM des jeunes. Et franchement, je suis très admirative. Donc, tout le monde, en fait, il y a beaucoup de passionnés et tout le monde, quel qu'il soit, œuvre finalement pour la préservation, la conservation de ce patrimoine. Et dernièrement, justement, voilà, j'ai rencontré aussi toute l'équipe donc c'est Espace Aéronautique Culturel avec la réplique du Breguet 14. Et là aussi, c'est une histoire passionnante. Ce sont des gens passionnés et passionnants. D'accord. Alors, avant de reparler peut-être aussi de ton premier vol, tu nous l'as dit en Nord-Atlas, j'aimerais poser cette question au chat. On va faire un petit sondage, si un des modérateurs peut le prendre en charge. Est-ce que vous pensez qu'en France, aujourd'hui, la préservation du patrimoine en termes d'aéronautique, que ce soit au travers des meetings ou des associations, est suffisante, à votre sens, ou mérite d'être encore améliorée? Quel est votre avis? On va lancer un petit sondage de quelques minutes dans le chat et on aimerait avoir vos réponses. Et on va demander d'ailleurs à Danielle directement ce qu'elle en pense. Alors, il y a toujours un travail à faire. D'ailleurs, j'aurai à la fin de l'émission un scoop à vous annoncer. Voilà, je ne vais pas le dire maintenant. Il faut laisser le suspense pour rester jusqu'à voilà. Voilà, il y a quelque chose de nouveau et qui est officiel depuis ce soir 20h. Voilà, donc... Et donc justement par rapport au patrimoine, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Il y a beaucoup de personnalités qui font énormément de choses, mais il y a encore beaucoup à faire. Malgré que j'ai eu la chance de discuter dernièrement avec Christian Ravel et Dominique Montel du musée d'Angers-Marseille. Et ce sont des personnes qui œuvrent vraiment avec toute une histoire ancienne au moment où finalement on s'est mis tardivement finalement à prendre en compte le patrimoine. Mis à part, je dirais, le musée Bourget qui est quand même ancien, la prise de conscience a été quand même très tardive. Et comme Christian Ravel qui a préféré négocier un planeur qui allait partir en feu, en disant je garde le planeur, je vous donne un peu de bois, mais là le brûlez pas, quoi. Et en fait on n'avait pas du tout cette notion, mais que ce soit pour l'aviation comme que ce soit pour des maisons, des demeures, c'était pas inscrit dans l'état d'esprit dans les années 70. Donc ça a mis du temps. C'est pareil, j'ai pas mal discuté avec Georges Lecaille qui fait un travail admirable aux Ailes anciennes de Toulouse. Par rapport à la préservation en statique d'un Breguet Alizé. Oui. Il y a tout un travail. Et moi, j'étais émerveillée quand j'allais là-bas le samedi après-midi, enfin le samedi. C'est le nombre de jeunes qui étaient présents, qui étaient là vraiment à vouloir apprendre les techniques. Et finalement, c'est pas qu'une histoire de retraités. Non, il y a jeunes qui s'intéressent, c'est plus qu'on ne pense, voilà. D'accord. Alors, le sondage est en cours. La préservation du patrimoine est, selon vous, suffisante, insuffisante? Vous n'avez pas d'avis? N'hésitez pas à répondre. C'est le sondage, il est en cours dans le chat. Vous devez le voir apparaître dans le haut. Vous cliquez, vous répondez. Il vous reste 1 minute à peu près pour répondre. Il y a quelques réactions déjà qui arrivent avec Elisa Vande qui nous dit d'ailleurs
Voilà, personnellement, j'ai appris beaucoup sur l'histoire de l'aviation, notamment par des livres ou Internet. Est-ce que selon toi, Daniel, pareil, on va dire la presse spécialisée dans le domaine est suffisante ou on peut encore l'améliorer? Ah bon, il y a toujours un axe d'amélioration. Après, pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Nicolas Delemos à un meeting aérien. Donc il est en train de dédicacer un livre à lui puisqu'il est écrivain historien, entre autres, hein, il fait plein de choses. Et on s'est rencontrés par la suite et en fait, c'est une histoire assez particulière puisque lui connaissait Éric Masaïs, le neveu de Élise de Roche, dite baronne de la Roche. Et donc, avec Gérard Finan, le président d'Aéria Story, on a fait une rencontre qui a été nommée les 4 mousquetaires pour mettre en valeur cette pilote qui a été la première femme brevetée pilote, qui était un petit peu dans l'oubli. Et donc, on a fait après des émissions, on a fait aussi quelque chose sur Hélène Dutrieux, avec la voix de Dorine Bourneton également. Alors, il y a toujours plein de choses à faire. Après, il faut aussi, quand on est trop spécialisé dans un domaine, on n'ouvre pas à tout le monde, en fait. Et donc, si on reste que dans l'aviation, ça va intéresser, mais que certaines personnes. Et alors qu'il faudrait plutôt ouvrir un petit peu à tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à ouvrir. Et quand on voit aussi le succès, malgré les problématiques actuelles et administratives des meetings aériens, enfin des manifestations aériennes, on se dit que ça passionne vraiment tout le monde. Il y a tous les âges. Oui, il y a des manifestations qui ont accueilli plusieurs millions de personnes. Ah oui, c'est fabuleux. Hein. Ça va du petit enfant. Il y a tous les âges, tout le monde est passionné, tout le monde lève la tête. Alors évidemment, ils vont être plus intéressés par la Patrouille de France parce que c'est le côté prestige, c'est le côté spectacle, c'est connu. Mais en même temps, ça leur permet de découvrir qu'il n'y a pas que la Patrouille de France, qu'il y a plein d'autres avions, qu'il y a plein de personnes passionnées, passionnantes. Moi, j'ai la chance aussi de connaître pas mal de particuliers qui essayent aussi par le biais d'associations, mais qui, grâce à eux, font revivre des avions anciens. C'est quand même un investissement financier lourd, et sur tous les domaines. Hein. Je pense à Frédéric Olivier avec Aéropassion, qui est avec son T6, CIAC, la Yacotim. C'est fabuleux. Voilà, c'est grâce à des personnes comme ça, en fait, qui font revivre les vieux avions. Agile Carter aussi, qui a toute une collection. Brice Ohaillon, la famille Salis avec la Ferté-Alais. Toute la Ferté. Voilà. D'ailleurs, une des seules écoles de France sur laquelle on peut apprendre à passer un PPL, tenez-vous bien, sur T6 ou sur Boeing Stearman, ou T33 aussi pendant un moment, ou T28, je ne sais plus. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, oui. Et puis vraiment, c'est fabuleux hein, quand on va là-bas. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de croiser Manu Tornade avec l'histoire qu'elle a pu retrouver le Piper sur lequel son père a piloté. Donc c'est une très 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 belle histoire aussi. À chaque fois derrière, en fait, l'aviation, c'est pour ça que c'est important l'histoire aussi des avions. Il y a une belle histoire derrière, en fait. Ouais. On retrouve toujours une histoire. Et quand en tout cas pour ma part, quand je monte dans un avion ancien, il y a une odeur. Chaque avion a une odeur. Et puis on se met un petit peu dans la peau du personnage qui a pu être dans l'avion. Hein. Ou qui a été dans le même type d'avion, et on peut se dire maintenant on a des moyens faciles hein, pour se retrouver. Il faut dire qu'avant il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Il fallait se débrouiller. Si on se retrouvait dans les nuages, c'était très compliqué parce que on pouvait se retrouver la tête à l'envers et sans en avoir conscience. Et fallait vraiment aimer ça, dépasser ses limites en fait. Et c'est comme
Voilà, moi je trouve que c'est important de les préserver et c'est pour ça que il y a des personnes qui œuvrent, hein, comme Max Armanet aussi. Enfin, il y a des... Là, je suis allée dernièrement là, au séminaire du patrimoine à l'Aéroclub de France. C'était passionnant. Et ça touche en fait à la fois des personnes qui sont dans des institutions, dans des musées, mais aussi il y a aussi tout le côté musée des moteurs, hein. Le musée Safran, le musée d'Airbus, le musée d'Air France. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Alors aussi, je suis allée il n'y a pas longtemps à Rochefort, au musée aéronautique navale, et là, avec une visite guidée, c'était fabuleux. Le temps est passé très vite. C'est un formidable musée aussi. Et au départ, il y avait une personne qui est arrivée, une dame, avec un petit carnet, des documents, en disant voilà, j'ai retrouvé ça de mon père et je ne sais pas quoi en faire, donc je vous le donne. Hein. Et en fait, il s'avère que son père a travaillé pour Hispano-Suiza dans les années 30 et il avait collecté donc plein de petits documents. Enfin, en fait, il retranscrivait tout sur les moteurs. Voilà. D'accord. Donc, voilà, donc je me suis permise de prendre ses coordonnées en lui disant écoutez, là vous avez une mine entre les mains, donc effectivement vous le donnez, mais je suis sûre que ça va intéresser d'autres personnes, notamment toutes les personnes qui restaurent des avions ont besoin de ces documents-là, puisque sans ces documents-là, on ne peut pas refaire. On ne peut pas refaire si c'est perdu. Reproduire à l'identique, etc. Reproduire à l'identique, voilà. Alors, c'est intéressant parce que Hispano-Suiza, on en a parlé un peu la semaine dernière avec l'excellent livre qui est sorti, Michel Polaco, qui a fait sa réédition. On en a parlé, et si vous êtes abonné sur la chaîne, vous avez déjà le replay, donc allez voir. On en a parlé de ce bouquin-là, justement. Il y a quelques réactions dans le chat, et on salue également Georges Lecaille qui est arrivé, les enseignes de Toulouse qui sont parmi nous, et on les salue. On commence par Pépé Alizé qui nous dit « Nous devrions demander à nos amis anglais. C'est vrai qu'en Angleterre, ils sont bien plus performants que nous à ce niveau-là. » Ça, c'est sûr. Mais je reconnais qui... Oui, je le reconnais. C'est le navigateur du Breguet Alizé, hein, donc, qui fait partie d'Alizé Marine. Et c'est un peu grâce à lui qu'il y a eu cette belle aventure. Bon, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais qui œuvre aussi pour la conservation de ce beau monument qui est le seul en état de vol dans le monde, parce que là, maintenant, c'est vrai que... Alors, on les salue particulièrement parce que c'est vrai que nous, à Nîmes, à l'époque, on était basé là-bas, les avions étaient à 5 mètres de l'Alizé Marine, on le voyait tous les jours. Voilà. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Malheureusement, il n'a pas pu rester, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, il y a des contraintes un peu... bon, ça, c'est le côté d'autres contraintes, mais bon, il est au chaud, il est préservé. Ouais, c'est essentiel. Qu'il ne soit pas dehors. Voilà. Et les techniciens s'en occupent très bien. Donc, c'est une autre organisation. C'est vrai qu'il y avait le côté fédérateur des rencontres du samedi matin qui n'est plus possible. Donc ça, c'est bon. C'est le côté un petit peu... mais ça fait partie des choses... Et il y avait d'ailleurs à côté l'Atlantique, le fameux Atlantique qui était, lui en statique, il n'était pas en état de vol, mais qui fédérait aussi beaucoup de visites. On voyait régulièrement des gens qui étaient au pied de l'avion. Ben là, c'est le Chad, c'est ça en fait. Et c'est fabuleux quand on rentre dans cet avion. Donc il y a toute l'histoire et on voit un petit peu toutes les missions, l'importance. Et c'est quand même. Ça a été des personnes qui ont travaillé dans des conditions particulières, en étant 12 ou 13 en vol. Enfin, c'est fabuleux de pouvoir apprécier et connaître tout ça en fait. C'est ça, c'est aussi une connaissance. D'accord. On a Mister Lix qui nous parle d'un meeting d'ailleurs. Hop, je vais le réafficher. Toc. Ah ben non, je l'ai affiché et je l'ai enlevé. Il nous parle d'un meeting et il dit le meeting qu'ils organisaient ne se fera plus apparemment. Alors est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur de quel meeting on parle et les raisons pour lesquelles ce meeting ne se déroulera plus? Mister Lix, est-ce qu'il est possible?
de nous l'expliquer. Voilà. Hop, c'est bon, j'ai retrouvé la question, c'est ça. Nous, le nôtre de meeting ne se fera plus, et malheureusement, c'est une sortie en famille très intéressante, c'est agréable. Et c'est vrai que les meetings aériens fédèrent des familles. On voit plein de gens qui viennent voir le spectacle aérien. Tout à fait. Alors, on attend la réponse de Mister Leaks, on va voir de quel meeting il s'agit. Il y a Philemon Mavorcoin qui nous donne le résultat du sondage de tout à l'heure. En fait, la préservation du patrimoine est insuffisante pour 88% des gens. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail de fait, mais il y a encore beaucoup de travail. Et ça, c'est sûr que, pour en revenir à la question là, de PEP, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, il y a vraiment, on met vraiment en avant la richesse du patrimoine. Ce qu'on n'a pas en France, on n'a pas l'impression que, on est très modeste et notamment, on s'aperçoit que finalement, c'est qu'une histoire de passionnés. Ouais. Ce sont des bénévoles qui passent beaucoup de temps. Il n'y a quasiment pas de subventions, donc les musées sont obligés de trouver des subterfuges pour vivre. Et c'est quand même un peu dommage parce qu'en fait, il n'y a pas du tout une reconnaissance même par rapport au travail de ces bénévoles qui font tout pour maintenir un patrimoine en l'état, quoi. Oui, c'est pas des professionnels. C'est ce que nous dit d'ailleurs Free Flight. Il dit plus de 10 ans d'aviation de collection. J'ai dû faire de gros sacrifices pour que nos avions volent. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, en fait, elles passent, je dirais que tout y passe, quoi, et même des fois au détriment de la famille, et c'est pas sans problématique aussi, puisque comme c'est une passion, tout passe dans l'avion, donc c'est pas évident. Donc il manque effectivement une reconnaissance, et d'ailleurs, sans rentrer dans aucune polémique, mais l'histoire de notre pauvre 59, finalement, on a préféré entre guillemets, le sacrifier que de dire finalement, il vaut quand même la place dans un hangar. En fait, il ne prend pas non plus avec ses ailes repliées tant de place que ça. Mais bon, il n'y a pas eu, comment dire, l'envie de se dire, mais non, on le préserve, on lui garde sa place. Et peu importe la contrepartie financière, quoi. Ouais. Alors, on salue FingerGold04 qui vient d'arriver, on l'embrasse puisqu'elle vient de nous renouveler l'abonnement, donc ça nous fait très plaisir. Est-ce qu'on peut parler, Daniel, d'un lien peut-être avec l'aviation bashing, ou de se dire, finalement, des avions de collection, c'est des avions qui ne servent à rien, je mets des guillemets, et qui polluent, et est-ce que c'est bien nécessaire de les conserver ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire un peu politique, finalement, derrière tout ça? Oui, tout à fait. Alors, justement, c'est une conversation que j'ai eue qu'on a eu ensemble avec Dominique Montel, parce que lui a eu à un moment il y a eu une baisse de trafic, pas de trafic, mais au niveau du musée, moins de personnes. Et ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que politiquement, il y a l'aviation bashing, c'est facile, voilà, on dit que c'est l'avion, comme ça, c'est bonne conscience pour tout le monde. Ce que je trouve scandaleux, puisqu'en fait, il y a tout un impact derrière de savoir que justement, s'il n'y avait pas l'avion, en fait, déjà, on n'aurait pas été au-delà de certaines limites, on serait resté dans notre petit coin. Et puis, quand même, grâce à l'avion, il y a quand même des transferts d'organes qui ne se feraient pas s'il n'y avait pas l'avion. Quand il y a un incendie de forêt, on est content qu'il y ait un avion qui vienne mettre ce qu'il faut pour éteindre le feu. Quand on se retrouve dans des endroits isolés, je connais un endroit dans les Pyrénées qui est très isolé, donc ça ne peut être que l'hélicoptère. Pour apprendre l'hélicoptère, il faut avoir commencé d'abord à piloter dans un aéroclub. Donc c'est vraiment terrible cette aviation bashing. Et justement, c'est pour ça qu'il faut vraiment lutter et se dire ceux qui veulent pas de bruit, qui veulent pas de... Dans ces cas-là, faut faire la même chose avec les voitures, faut faire la même chose avec les bateaux. Et puis après, on aura quelque chose d'aseptisé qui sera complètement
qu'il n'y aura pas plus de personnalité, on n'aura plus d'identité en fait, parce que ça fait partie de notre culture et c'est quand même grâce à l'aviation qu'on a gagné la guerre aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, Et la France est pionnière, on peut le dire, hein, Cocorico est pionnière dans l'aviation du monde. Hein. oui, mais elle n'est pas fière, enfin, c'est comme s'il n'y avait pas une fierté de l'être, voilà. On n'a pas ce côté anglo-saxon, non, on n'est pas fier, alors que faudrait être au contraire très très fier de ça, et c'est surprenant. Il y a du travail. Alors, on parlait des BIA tout à l'heure. Encore une fois, hein, j'invite le chat à poser vos questions. Il y a des réactions, il y a des témoignages, c'est super. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, on est là pour discuter. Allez-y, hein. Posez vos questions. Voilà, il y a Lord Gibus qui vient d'en poser une. On la prend juste après. Est-ce que des vecteurs comme le BIA sont quand même de bonnes accroches pour les jeunes, peuvent contribuer à promouvoir à la fois l'aviation, l'histoire de l'aviation, et est-ce que c'est un levier qu'on peut encore améliorer? Mais c'est sûr que dans le programme du BIA, il y a toute une partie sur l'histoire de l'aviation. Après, il y a des personnes comme Philippe qui s'occupe énormément du BIA sur la plateforme de Toulouse, notamment en lien avec le musée Aeroscopia. Et ça, on retrouve maintenant de plus en plus quand même de candidats sur toutes les plateformes. C'est pareil dans le sud avec Carrière, il y a tout un lien avec le BIA pour les jeunes. Donc ça permet quand même aussi de faire prendre conscience que l'aviation est importante. Il y a aussi que si on en est aujourd'hui avec les drones, avec Internet, c'est qu'au départ, il a fallu qu'on maîtrise la troisième dimension. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà. Et il y a des gens qui ont construit, qui sont tombés, qui sont repartis, et sans cesse, jusqu'à un jour où on a pu enfin voler, quoi, et partir, et après maintenant aller dans l'espace, quoi. Donc, cette abnégation justement qui a caractérisé tous ces aviateurs précoces et qui ont réussi à aller au bout de leurs rêves. Il y a une question pour toi, Daniel, de Philemon Mavercoin qui demande: j'ai une question pour vous, Daniel. Est-ce que je peux dire, pour décider des amis à m'accompagner à la prochaine expo, la Ferté par exemple? Qu'est-ce qu'il peut dire? S'il veut faire rêver des personnes, il faut y aller. C'est le lieu à aller. Après, tous les meetings sont formidables. Franchement, mais c'est un incontournable, en ce sens qu'il y a vraiment des machines anciennes et qu'il y a un spectacle derrière. En fait, c'est vraiment on retrouve vraiment l'esprit des pionniers. Enfin, c'est formidable. C'est vraiment un show et on se remet vraiment dans l'état d'esprit des aviateurs de l'époque, et ça, c'est formidable, hein, vraiment. Donc on apprend en se divertissant. On apprend en se divertissant, voilà. Et c'est souvent, c'est comme beaucoup de sujets, en fait, c'est par ignorance et surtout de méconnaissance. Et c'est pour ça qu'il est important que les meetings aériens continuent, parce que c'est le moyen, en fait, de toucher le plus les personnes, les portes ouvertes aussi. Et je vois comme aussi, par exemple, des meetings que j'aime bien, comme Légendaire aussi à Saint-Junien, où en fait le public peut être proche des avions et peut discuter, connaître l'histoire de l'avion, l'histoire du pilote. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de choses, quoi, en fait. D'accord. Ok. Petite réaction de Lord Gibus. Après, encore une fois, chacun pense ce qu'il veut ici, hein, on accepte tout. Avion et feux de forêt, utiliser un moyen qui dégage plus de CO2 pour combattre ce problème, est-ce que c'est pas une aberration? Alors là, moi, pour le coup, je vais dire que de laisser brûler la moitié d'une forêt sous prétexte qu'on ne fait pas voler des avions, je pense que ça va en dégager un peu plus. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses aussi qui polluent beaucoup plus que l'aviation aujourd'hui? C'est aussi une vraie question. Et pourquoi ne pas s'attaquer à ça d'abord?
Alors déjà, on met à la sauce le CO2 partout. Bon, c'est très à la mode de faire référence par rapport au CO2. Il faut aller voir un petit peu ailleurs. Il faut voir aussi, comment dire, la façon de consommer des personnes. Quand on voit les gros cargos, les monstres qu'il y a sur les mers qui polluent, mais de façon horrible. Voilà, s'attaquer qu'à l'aviation, c'est un petit peu injuste et en plus, ça n'apporte rien et ce ne sera pas la solution. Parce que justement, la solution, elle est peut-être par l'aviation, puisqu'il y a beaucoup de recherches actuellement pour trouver justement d'autres énergies. Hein. Donc, il y a l'électrique, mais pas que. Il y a plein d'autres énergies qui sont en cours de... Il y a une recherche. Et puis en même temps, c'est un moteur. Voilà, l'aviation, c'est aussi un moteur de recherche et d'innovation, puisqu'il faut à chaque fois se réinventer. Donc c'est un peu... C'est ce qui permet de continuer, d'avancer, d'être toujours leader. Et bon, le CO2, oui, d'accord. Bah, dans ces cas-là, il faut arrêter de respirer et puis il n'y aura plus de CO2. Non, mais à un moment donné, ça en devient ridicule. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas de l'écologie de dire que l'avion pollue. Je pense que ça pollue moins justement d'être un avion entier que chaque personne dans sa voiture, ou le nombre de camions que l'on peut avoir sur l'autoroute. C'est quand on va dans le sud de la France, c'est une chaîne sans fin. Marseille-Barcelone, donc là, je pense que là, on pollue beaucoup plus que si c'était un avion qui prendrait toute cette marchandise. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la personne. Oui. Après, c'est vrai. Alors, il me répond de dire regarder les autres, de dire que les autres font pire, c'est pas une solution. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut que tout le monde aussi se regarde à ce niveau-là. Et est-ce que les personnes qui vont dénoncer le CO2 ne sont pas aussi celles qui vont commander sur Amazon en disant moi je veux mon colis demain, et comment il arrive? Par avion. Donc, qui ne l'a pas fait? Voilà. Donc, il faut prendre du recul là-dessus, je pense. Oui, et puis souvent, sans vouloir polémiquer également, il y a beaucoup de personnes qui sont des donneurs d'ordre comme ça, sauf qu'après, en vacances, et vont dans certaines destinations. Alors, dans ces cas-là, moi je dis toujours, alors prenez un voilier et vous partez en voilier dans ces cas-là. Et prenez pas l'avion si vous voulez aller jusqu'au bout. Et bon, c'est sûr que moi, j'ai eu un bateau à pédales, comme ça ils font du sport en même temps. Voilà, exactement. On peut faire le comparatif parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, d'aller sur une destination d'une île à une île. En avion, on avait mis 1h30. En bateau, on a mis à peu près 23 heures. Voilà. Oui, donc 23 heures pendant lesquelles le moteur tourne aussi. Hein. Oui, avec le moteur qui tournait parce qu'en plus, il n'y avait pas de vent. Enfin bon, et c'était... voilà. Donc ça, on ferme la parenthèse. Non, au contraire, je trouve que là, le fait c'est vraiment un moteur aussi au niveau économique, au niveau... c'est bien justement d'être obligé de se reconstituer. C'est pas en disant faut tout arrêter l'avion que ça va changer les choses. Au contraire. D'accord. On salue l'ami Togalop qui est passé, qui nous a fait un coucou, qui est une excellente chaîne sur la simulation. Il est pilote d'ailleurs, pilote d'A350 si je ne m'abuse. On peut lui faire un petit shoot-out d'ailleurs, les amis de la modération, à Togalok_FR. Je vous encourage à aller voir sa chaîne, c'est assez sympa. Très honnêtement, faire fonctionner les machines anciennes n'a aucun impact par rapport à la conservation d'une technologie maintenue vivante, nous dit Philemon Lovercoin, c'est vrai. Je trouve que c'est un bon résumé. Tout à fait. Et Freefly qui nous dit aussi la construction d'un voilier génère beaucoup de CO2. Bref, tout, quelque part, génère du CO2. Mais revenons un petit peu à cette aviation de collection. On a parlé tout à l'heure de l'Alizé Marine. On a parlé aussi de ton premier baptême de l'air en Nord-Atlas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu ce premier vol? Alors c'était un peu particulier parce que le Nord-Atlas c'est quand même pas très confortable sans casque, ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc, mais bon, c'était une expérience très 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 sympathique. Hein. Après j'ai eu l'occasion d'aller dans des avions, des petits avions de tourisme. Là c'est quand même plus confortable. Mais bon, c'était fabuleux de décoller et d'être dans le ciel, quoi. Voilà, ça c'est toujours.
Alors, j'ai aussi une autre question, parce que bon, elle va avec. Tu es passionné d'aviation. Est-ce que tu es pilote? Sinon, pourquoi? Et si pas encore, quand? Alors moi j'ai mon brevet ULM 3 axes et je prépare le LAPL. Alors après il y a des contraintes qui font que c'est pas toujours aussi rapide, mais ce que j'aime beaucoup moi c'est le train classique. Voilà. Ah, Voilà. Oui. ça va plaire à Fred, ça, hein, qui est dans le chat, hein. Il nous parle d'ailleurs de l'exposition, le TB30 Epsilon en maître d'école. C'est à voir. C'est d'ailleurs Fred, hein, qui est derrière tout ça. Il trouve qu'il est primordial de ne pas oublier ceux qui ont contribué à l'évolution de l'histoire aéronautique dans tous les sens du terme. Et lui aussi, son truc, c'est les Epsilon et c'est la patrouille cartouche dorée, qui était une figure emblématique. Tu connais justement cette expo, Daniel? Oui, tout à fait. J'avais eu l'occasion de voir son exposition il y a quelque temps et c'est fabuleux. Il a réussi à regrouper plein d'objets et son exposition est fabuleuse justement, hein. J'ai beaucoup aimé et je trouve ça qu'ils reprennent toute l'histoire justement des cartouches dorées. Parce que moi, il y a des pilotes que je connais, hein, comme j'ai été sur Tour aussi, et ça a été une très 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 belle histoire des cartouches dorées. Donc c'est bien qu'il ait mis en scène toute cette exposition. Et franchement, j'espère qu'on le verra un petit peu plus. C'est pas toujours évident, mais D'accord. les meetings Bon, bah voilà. aériens, voilà. Il te remercie d'ailleurs. Il dit merci Daniel, il est tout content. Voilà. Oui. La merveilleuse musique de la Grise, le Nord Atlas avec ses deux moteurs Hercule, nous dit Free Flight, de beaux avions collection. Quels sont les avions qui t'ont marqué ou quelque part sur lesquels tu pourrais dire je voudrais bien les essayer ou voler dedans une fois? Alors, le Bronco. Ah, le Bronco. Ah ben on peut lancer un appel au musée de l'aviation de chasse de Montélimar. Non mais il est ça, mais bon, c'est... Ah. Oui, mais je dirais que c'est très bien, mais il y a des personnes qui s'en occupent, qui sont, entre guillemets, prioritaires, puisque faut pas oublier que derrière un avion, surtout un avion qui fait des meetings aériens, hein, puisque lui, c'est vraiment comment dire, par rapport au musée de l'avion de chasse de Montélimar, c'est l'ambassadeur. Là, il est en maintenance et derrière, il y a toute une équipe de personnes qui s'en occupent. Voilà. Donc, bon, peut-être qu'un jour, mais bon, ça... Voilà. Il y a Freefly 30 qui te nargue parce qu'il dit Bronco, j'ai fait avec le petit smiley, un clin d'œil. Donc voilà, je pense qu'il fait la petite pique. Et il y en a d'autres? Oh, il y en a plein. J'ai eu la chance déjà d'être dans pas mal. Et puis, je remercie Frédéric Olivier. La dernière fois, là, j'ai fait un vol aussi avec Gilles Carter dans son Piper. Avec Paul aussi, son Chipmunk. Enfin, voilà, on a envie de monter dans tout ça, de toute manière. Donc, peut-être le Breguet 14 aussi. L'Alizé, j'ai pas eu l'occasion non plus. Parce qu'on ne peut pas faire des vols comme ça, c'est pas aussi simple, puisque il y a le Breguet Alizé, c'est assez particulier parce qu'il y a le pilote à gauche, le navigateur à droite et derrière les techniciens. Voilà. Oui. Donc oui, c'est un peu particulier, c'est pas prévu pour quoi. Voilà, c'est pas prévu pour. Et avant, c'était le radariste qui était dans le noir en sens inverse. Donc, ça devait pas être aussi simple que ça. Tout pour être malade. Voilà. Et bon, après, tous, il n'y a pas un en particulier, c'est tous quoi. Voilà. Comment justement tu es arrivé dans l'association Alizé Marine? Parce que c'est vrai qu'au-delà de cette Alizé Marine, on salue les cocardes marines, puisqu'il y a le Zéphyr, il y a l'Alizé Marine, il y a tout plein de monde qui gravite autour, avec l'impact aussi de la Marine nationale qui est en arrière-plan. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette aventure-là? Bon, au départ, j'ai été dans Cocarde Marine parce que je trouvais ça très intéressant, la préservation de tout ce patrimoine. Et aussi, ça englobe, Cocarde Marine englobe quand même cette association, hein. Donc, il y a Armor Aéropassion avec le Moran Paris,
le Zéphyr 28, le Morane Marine, un autre Morane 733, les anciennes pales. Il y a également un hélicoptère. Et puis après, c'est de fil aiguille de rencontres en fait dans les meetings aériens. Et c'est vrai que j'avais rencontré l'équipe à un meeting de Muret et je me suis dit franchement c'est formidable de faire voler cet avion qui a quand même eu une importance primordiale sur les porte-avions, qui a eu plein de missions, enfin de reconnaissance entre autres. Et c'est pour ça que je me suis investie, voilà, et puis de fil en une aiguille, voilà, je me suis retrouvée vraiment dans toute l'équipe, et parce que je trouve qu'il y a une histoire humaine aussi derrière tout ça, voilà. C'est pas que un avion, c'est que derrière il y a toute une histoire humaine. Et par là, la dernière fois j'étais sur tour, donc je suis allée à l'aérodrome de Sorigny où il y avait les 100 ans des avions Piel, qui était organisé par Antoine Ross, qui a la société Airly Aviation. Et j'avais mis en fait mon polo Breguet Alizé. Et à un moment, j'ai une charmante dame qui vient me voir, qui me dit « Ah, votre polo, il est quand même très très bien. » Et c'est là où elle m'a dit qu'en fait, c'était la petite fille du constructeur Breguet. D'accord. Marie-Ève Breguet, oui, qui est sculptrice et qui habite à Amboise. Et c'est ça que j'adore en fait dans l'aviation, c'est qu'il y a toujours de belles, de magnifiques rencontres. Et elle était accompagnée d'un ancien pilote de chasse dont la belle-sœur faisait une exposition de peinture dans le sud. Et comme moi je suis allée après à Nîmes, je l'ai rencontré. Et c'est par son biais en fait, donc Olivier, qui connaît très bien Nicolas Japy, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer l'équipe pour la reconstruction du Caudron Simoun. Voilà, donc ça c'est pour fermer la boucle. Mais d'accord. Je dirais qu'il y a les avions, il y a toute l'histoire, et justement de cette histoire-là, on rebondit sur ce qu'on vit maintenant en fait. Voilà. Ouais. Et... D'accord. Alors, pour les amis qui sont là et qui sont connectés, qui se disent, bah tiens, on a parlé plein de choses, des cocardes marines, on a parlé des musées, quels seraient, selon toi, on va dire, si on devait en choisir 5, à absolument aller voir, absolument découvrir, lesquels tu pourrais conseiller? Bon, l'incontournable, c'est le musée Bourget, parce que là, il est fabuleux, et il faut même y aller, je pense, plusieurs fois, parce qu'il est tellement grand, il y a tellement c'est tellement vaste, il y a des expositions, donc ça, ce serait vraiment le premier. Alors c'est difficile, parce ils ont tous, enfin moi je dirais qu'ils ont tous leurs particularités, parce que chaque musée a son thème. Après, il y a des musées qui ont des machines volantes, il y a des musées qui n'ont que du statique, donc c'est difficile de dire, voilà. Mais après, bon, je dirais le musée d'Angers-Marseille, qui est fabuleux, avec tout le travail de ce musée, aussi de la passation au prix des jeunes. Après, je dirais, bon, il y a le musée de Montélimar, voilà, qui est vraiment sur les avions de chasse. Il y a aussi Canopée à Châteaudun, qui a pu récupérer tous les avions de l'armée de l'air, entre autres. Après, c'est difficile, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a Il peut y avoir des associations de cœur aussi. Voilà, il y a la Aeriascopia qui est donc avec les ailes anciennes de Toulouse. Ça aussi, parce que bon, là, on est quand même dans le berceau de l'aviation à Toulouse. Le musée de l'hydraviation à Biscarrosse. Ça aussi, c'est vraiment un musée, un incontournable. Donc je dirais que voilà, c'est à peu près les 6 plus grands. Mais après, il ne faut pas oublier tous ceux qu'il y a à côté. Voilà, parce qu'il y a aussi le conservatoire en Aquitaine, il y a aussi plein d'autres musées, notamment alors il y a eu... il est à la Baule. Je reprends mes notes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses, et puis il y a des choses que j'aimerais pas oublier.
Mais on pourra faire une liste aussi, et si vous avez d'ailleurs des adresses ou des bons plans là-dessus, n'hésitez pas à aller sur le Discord de la zone aéro, dans la rubrique justement discussion, vous pouvez proposer justement des visites, des musées, au contraire. On est là pour le partage, donc autant en faire profiter un maximum de personnes. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'associations aussi, hein. Il y a au moins une cinquantaine d'entités un peu partout. Et par exemple, les musées qui ont eu le label Atelier du patrimoine aéronautique vivant, donc les 3 premiers labels ont été Espace Air Passion donc, à Angers, Mapica, les ailes anciennes à La Baule, et le musée de l'aviation à Lyon, Corba. Donc, et tout ça, en fait, il faut savoir que tout ça, ce sont que des bénévoles donc, et des passionnés. Voilà. Et après, il y a partout, en fait, même en France, on peut trouver un endroit où il va y avoir des personnes qui vont faire un avion, qui vont construire quelque chose. Donc, ça, je dirais que c'est les principaux. Rochefort aussi, hein, forcément, voilà. Donc c'est difficile, 5 c'est compliqué parce qu'en fait il y en a. Voilà, c'était 5 mon plan, mais si c'est 10, c'est 10 au contraire. Voilà. Il y a Georges qui nous dit une chose qui est très vraie, et tu pourras rebondir là-dessus Damien si tu le souhaites, c'est que le musée de l'air et de l'espace, c'est un musée d'État, c'est le seul. Pour le reste, ce sont effectivement des associations, donc des bénévoles, avec le problème de financement des associations qu'on connaît aujourd'hui. Alors là, ça va être 2025 va probablement être une année problématique, puisque déjà qu'il y a très peu de subventions pour les musées, et c'est vrai que de vivre que des entrées de visite n'est pas suffisant. Ne serait-ce que maintenant, il y a un coût terrible. J'en parlais avec Edmond Salis. La grosse problématique, c'est le coût des assurances. Voilà. Ah, oui. Le coût du bâti aussi, parce que les avions, il faut bien les mettre à l'abri, donc c'est un coût. Et les assurances, voilà. Donc, on considère que souvent les assurances, on considère que l'avion, même s'il vole qu'une ou 2 fois par an, il doit être assuré tout le temps. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus, de mettre en place quelque chose d'adapté pour les avions anciens et de ne pas les considérer comme un avion, par rapport au volume, comme un avion de ligne qui va voler tout le temps. Ouais. Quoi. Donc là, c'est un petit peu la mort lente de toutes ces personnes qui, depuis les années 70-80, œuvrent pour conserver tout ce patrimoine. Et là, va être mis en péril. Et franchement, sincèrement, effectivement, pour se dire à quoi ça sert de garder des choses anciennes. Alors dans ces cas-là, on arrête les châteaux, on arrête tout, et puis on n'a plus de culture. Ouais. Et heureusement qu'on a... C'est ça, il faut se raccrocher vraiment à notre passé, quoi. C'est ce qui fait notre identité culturelle, il ne faut pas l'oublier. C'est comme ça qu'on peut transmettre aux enfants. Et il n'y a que comme ça, en transmettant le savoir, et les savoirs vont vite se perdre. Donc si on n'est pas là, il y a tout un travail justement de ces passionnés qui connaissent les techniques anciennes, qui connaissent... les techniques anciennes. Et c'est ce travail de transmission et de conservation, c'est aussi de garder les plans, c'est de garder toutes les archives, c'est de garder tous les outils, de garder la visserie, tout un savoir-faire, quoi. Parce qu'une fois que ce sera perdu à jamais. Voilà. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Un devoir de conservation. Un devoir de conservation. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est en train de dilapider et de fermer tous les aérodromes, sous prétexte que c'est une manne financière, hein, tout simplement. Et c'est souvent... Mais on ne sait pas ce que sera demain. Donc, on ne sait pas, dans 50 ans, on aura peut-être besoin de ces terrains-là. Enfin, Ou on regrettera. On dira, si on avait su, mais ce sera trop tard. On regrettera. Oui, ça, moi, je suis persuadée qu'on regrettera, puisque il y a des innovations. Hein,
mais on regrettera parce que, comme on pourrait dire qu'avec 1 kilomètre de route, on va pas loin, mais 1 kilomètre de piste, on peut aller très très loin. On peut aller partout. C'est On une peut aller bonne. C'est ça, c'est ça. On salue MMG7F de la modération qui vient d'arriver, qui salue tout le monde. Merci d'être là. Salut Fabien. Alors, 20h47, ça UTC, je précise. Ça va très vite, donc je vous propose de déclencher la dernière séquence de l'émission avec Daniel. N'hésitez pas à intervenir encore, il vous reste quelques minutes pour pouvoir le faire. Il y a des questions et des réactions aussi qui arrivent qu'on va prendre dans un instant pour cette dernière séquence de l'émission qui est la foire aux questions, remise de gaz tout de suite. Le temps file très très vite. Déjà 20h48, on ne le voit pas passer. Alors, quelques petites... alors déjà une petite question. C'est Free Flight qui ouvre les hostilités et qui demande s'il n'y a pas d'association de préservation des aérodromes historiques. C'est une très bonne question. Alors, il me semble que justement, il faudrait recreuser ça, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui œuvre sur l'histoire des aérodromes. Oui. Même des aérodromes qui sont disparus. Aeria Story aussi a fait le recensement d'endroits qui n'existent plus. En fait, les aérodromes ont été happés par l'urbanisation. Je voulais parler aussi de héritage aussi. J'ai eu Philippe Van Lierde aussi, tout le travail qu'il peut faire. Et donc, tout ça, ce sont des personnes qui œuvrent en parallèle pour la préservation du patrimoine. Il y a aussi notre association Aérocherche qui retrouve des vieux appareils. Il y en a un qui a été retrouvé d'ailleurs sur le Canigou, si vous connaissez, parce qu'on n'est pas loin. Ah ben oui, c'est à côté. Alors, il y a eu de là où je suis, là, c'est à côté. Voilà, c'est à côté. Et donc, il y a plein C'est quoi comme appareil? Je ne sais plus, j'ai oublié. C'était je me souviens plus. Il n'y a pas longtemps. D'accord. Okay. On va chercher tout ça, on va regarder. C'est ma mémoire qui a... Voilà. Mais il n'y a pas très longtemps, là. Ils ont fait un travail de recherche fabuleux, quoi. Parce qu'il faut y aller, il y a la montagne, voilà, il faut gratter. C'est un Breguet 14, nous dit Georges. Voilà, c'est ce que je disais, parce qu'il me semblait que ça avait un lien justement avec la réplique du Breguet 14. Et justement, on peut rebondir là-dessus, de l'intérêt des répliques, parce que c'est vrai que le Breguet 14 a une autre motorisation, mais ça a l'avantage aussi de pouvoir avoir l'appareil, de le distinguer par rapport à un ancien, vraiment une réplique fidèle, mais c'est intéressant aussi. Voilà. Donc, il y a un Breguet 14 d'ailleurs qui ne vole pas, je crois, qui est du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard aussi, où c'est une réplique, mais je crois qu'ils ne la font pas voler. Il y a aussi après l'intérêt du statique, mais c'est vrai que ce qui est fabuleux, c'est de pouvoir faire voler ces machines. Mais je crois qu'elle est en état de vol, mais ils ne la font pas voler. Donc, faudrait qu'on se renseigne aussi là-dessus. On aille voir des pilotes aussi, c'est pas tout donné à tout le monde. On va y aller, nous, c'est pas grave. Des questions arrivent, ça fait plaisir. Ce témoignage de Cynthia Hérault qui nous dit près de chez moi, il y a un petit musée avec un store qui a servi dans le tournage du film La promesse de l'aube avec Pierre Ninet, où d'ailleurs il y avait de chouettes avions. Vous pouvez aller le voir. Mais c'est un musée qui n'a malheureusement pas beaucoup de bénévoles et de moyens, près de Revel dans le 31. Ça te parle, ce petit musée? Alors, oui, il me semble qu'il y en a. C'est pas à Groslay. Il n'y a pas. Il me semble qu'il y en a un à Groslay, mais à vérifier. Donc, effectivement. Justement, il y a beaucoup d'entités comme ça. Il y a beaucoup d'associations et avec peu de moyens, et c'est difficile, franchement. Il faudrait quelque chose de fédérateur pour pouvoir faire vivre toutes ces structures. Et sans tout, il faut vraiment remercier tous ces bénévoles qui travaillent vraiment dans tous les rouages. Voilà. Il y a celui qui va limer quelque chose. Enfin bon, il y a tout un travail
Alors c'est l'apparat, voilà, l'apparat dans la montagne noire. C'est bien la montagne noire et le thème est le planeur, nous dit Georges Lecaille. Voilà. Ok. Ah ben lui, c'est non, c'est pas là. Il y a des Georges est une encyclopédies. anthologie, il faudra qu'il vienne nous voir. Tout Voilà. à fait. Ouais. Alors justement, Georges nous dit aussi, pour une entité volante, le premier poste de frais, c'est l'assurance, le deuxième, c'est le carburant, et le troisième, c'est la maintenance, et évidemment du temps qui est associé à tout ça. Et là, il y a l'augmentation effectivement du carburant, ce qui fait que bon, il faut de temps en temps faire voler ces machines et aussi pour que les pilotes puissent continuer à les faire voler. Et là, ça devient un coût important. Et c'est vrai que des fois aussi pour les meetings aériens, il faut des fois choisir un meeting proche de chez soi, on va dire, que de partir assez loin, de façon assez loin. Pour certains appareils, oui, ça consomme beaucoup, donc c'est un poste, on va dire. Ouais. Bien sûr. Donc, Michel Antoileuse qui nous dit une des plus vieilles assos, c'est 1947. C'est le RSA qui regroupe plus de 2000 constructeurs amateurs, restaurateurs d'avions légers et de collections. Et c'est vrai qu'il faut y penser au RSA. Oui, c'est vrai qu'il faut y penser. Ça fait partie des entités qui œuvrent pour la préservation du patrimoine et puis aussi pour les constructeurs amateurs. Oui, tout à fait. C'est bien C'est le club des Garrigues, voilà, c'est ça, avec un Blériot 11 et un projet de demoiselles, c'est ce que nous dit Freeflight, c'est ça. Il y a beaucoup de projets partout en fait. Il faudrait. Alors, il y a des référencements, des annuaires qui commencent à être mis en place, notamment par la DGAC et la commission Histoire. C'est un travail de longue haleine pour répertorier aussi toutes ces initiatives privées. Après, il y a aussi il y a la SPAM aussi, par exemple, à Bordeaux, Socats aussi. Il y en a plein, en fait. Donc là, j'en oublie. Malheureusement, je suis désolée pour ceux que je vais oublier, que j'aurais pas cités. C'est un oubli de ma part, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal en fait. Et puis là, dernièrement, j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes passionnés. Donc ça fait vraiment plaisir. Là-bas, ils sont dans le nord de la France. Et eux, ils sont montés, donc c'est un Morane Saunier 733. Et donc vraiment, je les salue parce que c'est vraiment la relève, voilà. Souvent dans les associations, c'est quand même plutôt des retraités, parce qu'il faut aussi du temps, de l'argent. Et quand il y a des jeunes qui s'investissent autant, il faut vraiment le souligner. Oui. Donc, voilà. D'accord. Donc, je suis en lien avec eux, voilà. Très bien. Et puis, il y a Philemon Mothercoin qui dit, s'il y a encore une petite place pour ma question, bien évidemment, n'hésitez pas, participez les amis. Les technologies aérospatiales ont mis au point des moteurs fusées imprimés en technologie 3D. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour parvenir à maintenir en état des pièces de musée? En gros, est-ce qu'on peut utiliser cette technologie-là, qui est quand même moderne, pour continuer de maintenir en état de vol des avions de collection? Alors après, c'est au niveau de la réglementation. Il faut aussi que les pièces soient certifiées en fait en aviation. Donc pourquoi pas, c'est peut-être le cas pour certaines pièces. Ça, moi, je suis pas spécialiste dans la restauration. C'est un moyen, mais après, il faut qu'il y ait toute une vérification aussi. On fait pas. Il faut que ce soit. Alors ça, après, tout dépend. Il y a la différence entre un avion qui va être volant et un avion qui va être statique. Mais même un avion statique, il faut qu'il soit refait à l'identique. Et il faut qu'il soit quand même conforme, puisque c'est un peu la vitrine de ce qu'a pu être l'avion. Donc c'est pas juste allez hop, on met un coup de peinture et puis c'est bon. Non, il y a toute une reconstruction, il y a tout un désossages. Et ça, moi je l'ai vu par rapport au Breguet Alizé qui est aux ailes anciennes de Toulouse. Voilà, il faut refaire les rivets, il faut tout poncer. Enfin, il y a tout un travail de reconstruction à l'identique. Voilà. Oui. Peut-être c'est ce que nous dit Georges d'ailleurs. Nous utilisons l'impression 3D pour refaire des pièces et valider les fichiers aux ailes anciennes de Toulouse, mais que pour du statique. C'est pas pour l'état de vol. Voilà, c'est tout à fait ça en fait.
D'accord. Ok, bah écoutez, on a été quand même dans le cœur du sujet et ça fait bien plaisir. Alors Daniel, en début d'émission, tu nous parlais d'un scoop, parce que là, on y arrive. Alors oui, je vous menais un petit peu en haleine. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Didier Marie, qui est un constructeur. Et donc là, en fait, l'idée, parce que c'est manquant au niveau de l'ULM, ce serait la constitution d'une commission patrimoine. Et en fait, pour retracer et formaliser l'histoire depuis les origines de l'ULM, de définir les éléments patrimoniaux de l'activité pour les valoriser, de favoriser l'émergence d'une structure économique et sociale et solidaire pour soutenir en matière d'innovation, et aussi retracer et formaliser l'histoire depuis l'origine. Parce qu'en fait, il y a vraiment un manquement. Pour l'instant, c'est que l'avion, mais Oui. on ne s'est pas penché sur l'ULM. Voilà. Et donc, ça va être mis en place, en fait. Donc, il y a tout un programme qui a été dévoilé ce soir. Hein, donc, c'est vraiment tout nouveau. C'est tout frais. C'est tout frais, voilà. C'est frais depuis 20 heures. Donc, morale de l'histoire, ça veut dire que demain, on pourra avoir des ULM de collection qui pourront évoluer. Des ULM de collection et puis aussi avoir toute l'histoire. Alors c'est vrai que les premiers avions, on peut considérer que c'était des ULM, mais aussi ça montre aussi l'importance d'impliquer qu'on fait l'histoire, c'est-à-dire que là, certains ULM pourront être considérés comme des avions anciens en fait. Voilà. D'accord, bon ben voilà, c'était le le scoop du soir. Bon, on en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, je pense qu'il y aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que l'idée de faire avec la branche ULM, ce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, donc ça, c'est forcément quelque chose qui va intéresser les institutions existantes, hein, comme l'Aéroclub de France. Et pour rebondir là-dessus, justement, lundi, ça va être les Grands Prix de l'Aéroclub de France, qui sont attendus pour tous ces passionnés, pour à la deux fois deux titres au niveau de la reconnaissance de tout le travail qu'ils ont fait, de tout cet investissement. Il y a aussi des prix, donc c'est pas négligeable aussi parce que ça apporte une aide financière. Donc c'est quand même important. Et c'est aussi la reconnaissance un peu de tout ce travail de longue haleine, reconnu par cette belle institution qui est l'Aéroclub de France. Donc ça c'est important en fait de le souligner. Donc ce sera lundi soir les nominés de ce Grand Prix. Voilà. Bon, on suivra ça et puis peut-être qu'on en parlera d'ailleurs dans l'actualité du terminal dans les semaines qui viennent. Voilà, tout à fait. Merci Daniel de ta participation, c'était très sympa, on a appris beaucoup de choses et c'est ce qui compte ici, c'est quand on est là pour apprendre des choses, donc c'est parfait. Alors moi j'ai aussi beaucoup de remerciements à faire, hein, donc à commencer par Christian Ravel et Dominique Montel, qui ont été vraiment une source d'information, Georges Lecaille, Pierre Buffet également, que j'ai eu l'occasion d'avoir, qui est commentateur et qui a aussi une très grande connaissance de l'aéro, Gérard Finan qui est le président d'Aéria Story, Jean-Pierre Chelet aussi qui m'a impliqué dans l'aventure du Caudron Simoun et notamment au niveau de la commission patrimoine de l'Aéroclub de France. Emmanuel Lenné aussi qui a un rôle très important, ça fait partie des personnes qui sont un petit peu dans l'ombre, donc lui il gère tout ce qui est mis en place par rapport à l'armée de l'air. Patrick Loiseau aussi de Canopée. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, voilà. Edmond Salis aussi, Philippe Conrad, et j'en oublie. Je suis désolée pour ceux que j'oublie. Voilà, mais je veux remercier toutes ces personnes passionnées, passionnantes, avec qui j'ai pu discuter, et on pourra en parler encore pendant des heures. Bien sûr. Et Didier Marie aussi pour finir. Voilà. Comme ça la boucle est bouclée. Avant de te donner le dernier mot de la soirée, Daniel, juste avant, on va basculer quelques instants sur
l'écran pour vous parler du programme de la zone aéro de ce mois de décembre qui arrive, et Dieu sait qu'il est riche. Alors, hop, je bascule dessus, voilà, et on retrouve Daniel dans un instant. Voici le programme de la zone aéro du mois de décembre 2024, à commencer par la première semaine de décembre qui va être très riche. On va parler, ça va plaire sûrement à Fred qui est avec nous, on va parler de travail aérien, trait du sol ou en voltige, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Hugo Ménard, qui est chef pilote et autre chose, plein d'autres postes chez Delta 2. On parlera de ce travail aérien qui consiste à faire un petit peu d'épandage près du sol, des missions, de calage avec des trushs, c'est l'avion que vous avez en haut sur l'image, ou encore avec les fameux TB30 Epsilon, avec des vols à sensation, avec des stages de voltige en formation. Donc il y a plein de choses dont on parlera avec Hugo, qui viendra nous voir, ce sera en plateau. Il sera avec nous. Donc, retenez bien la date, c'est lundi prochain, le 2 décembre, à 20h30, au bar de la zone aéro. On enchaîne avec l'émission Push to Talk du mois de décembre. Ça sera le seul rendez-vous, puisqu'après on retrouvera toute l'équipe au mois de janvier. Et on parlera du nouvel opus de Flight Simulator 2024 qui est sorti il y a quelques jours maintenant, avec les premiers témoignages des utilisateurs. Ils seront nombreux à venir nous en parler. Stéphane, Pierre, toute l'équipe, on aura Traque aussi qui sera parmi nous, des utilisateurs du simulateur qui viendront nous donner leur premier avis. Il y aura Asgard, il y aura voilà, toute la communauté autour de la simulation qui sera parmi nous. Ce sera mercredi à 20h30, donc n'hésitez pas à venir suivre et participer, puisque je vous rappelle que Push to Talk, c'est une libre antenne, et vous avez aussi la parole. Si vous êtes utilisateur du Simu, vous pouvez venir nous le dire en direct, en audio, via le Discord, et on vous accueille avec grand plaisir dans l'émission. Le prochain rendez-vous ensuite, et ça va intéresser un paquet de personnes, c'est le 6 décembre à 20h30. Nous aurons le plaisir de recevoir Nicolas Daubert, ancien chasseur, ancien CPN, donc chef du personnel navigant à la sécurité civile, pilote de tracker, pilote de Canadair, et on parlera avec lui des technologies modernes contre les feux de forêt. Qu'est-ce que ce sera demain? Justement, on parle des remplacements et des manques de Canadair. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à disposition? Quelle technologie on pourra adapter pour lutter contre les feux de forêt? Donc retenez bien ce rendez-vous, c'est le 6 décembre à 20h30 en direct dans la zone aéro. Il viendra nous voir, il sera au bar de la zone aéro. Donc on a quand même du beau monde qui viendra en présentiel. Ça, c'est cool. On continue avec le 11 décembre. On en parlait tout à l'heure, je vous en ai dit deux mots sur l'AFGAS aux États-Unis. Eh bien, on aura le plaisir de discuter avec Gilles Rosenberger, expert en aviation durable, le Sustainable Aviation Fuel. Quel sera l'avenir de la production de carburant de l'aviation générale, le fameux 100 LL, demain? Est-ce que c'est compromis ou pas? Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Quel va être l'horizon? Quelles sont les innovations? Donc on en parlera avec lui. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut regretter? Voilà. Donc c'est avec Gilles Rosenberger le 11 décembre à 20h30 en visio au bar de la zone aéro. Et on continue avec le dernier rendez-vous qui aura lieu le 20 décembre. Alors ça s'affiche pas tout. Est-ce que je peux décaler un petit peu la fenêtre? Voilà. Bon, je vais vous le donner, c'est le 20 décembre à 20h30, vous voyez le bas de l'image. La navigation sous toutes ses formes, puisque c'est Patrice Marinaro, c'est un ancien navigateur dans l'armée de l'air et de l'espace qui était sur Transal et qui aujourd'hui est TKI, donc on va dire enseignant théorique à la TPL de la partie navigation. Donc on reviendra évidemment sur les anecdotes de sa carrière, il a quand même plus de 6000 heures de vol sur la machine. On parlera un petit peu de son parcours au sein de l'institution et puis de sa vision de l'aviation. Et il a tout plein d'anecdotes à nous raconter avec donc Patrice. Le 20 décembre à 20h30, ce sera aussi en présentiel au bar de la zone aéro. Donc vous voyez, il y a 5 rendez-vous, 3 qui sont en présentiel avec des pilotes qui viendront parler avec nous. Et ça, on est plutôt fiers, c'est plutôt cool. Donc notez bien ces dates dans vos agendas et partagez-les auprès de toutes celles et ceux qui peuvent être intéressés par ce programme. En tout cas, on est là pour ça dans la zone aéro et on essaie de vous proposer des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire et d'être au contact vraiment des personnes qui ont agi, qui étaient là, quoi. Voilà. Bon, vous savez tout. Daniel, on te laisse le mot de la fin. Oui, alors je voulais aussi remercier Jacques Rine, la légende vivante, avec toutes ces belles histoires qui continuent à faire rêver, et ça c'est fabuleux.
Donc, et puis le mot de la fin, il faut continuer à monopoliser les personnes, à mobiliser plutôt les personnes pour continuer à aller dans les manifestations aériennes, que ça puisse continuer malgré de plus en plus les contraintes administratives qui découragent de plus en plus, mais il faut persister parce que c'est là où en fait il y a la rencontre avec le public, c'est là où on peut faire vivre aussi, se faire connaître, faire vivre aussi ces avions et aussi inciter les personnes à aller le plus possible dans tous ces musées pour encourager tous ces bénévoles, tous ces passionnés qui passent beaucoup de temps à restaurer des machines pour transmettre aux générations futures tout ce patrimoine qu'on a, nous, ce patrimoine français dont on devrait être très fiers et être soutenu en fait. Voilà. D'accord. Bon ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Daniel de ta participation, ça nous a fait très plaisir. Merci aussi de ton soutien indéfectible sur les réseaux. Tu partages beaucoup nos publications, ça aussi, on voulait te remercier pour ça. Donc, quelques petites choses encore à vous rappeler. Ce replay sera donc disponible sur YouTube dans 15 jours. N'hésitez pas à liker évidemment les vidéos et tout de suite pour les abonnés sur Twitch. Je vous rappelle aussi que vous pouvez relayer toutes les vidéos qui vous intéressent. S'il y en a une qui vous a plu particulièrement, n'hésitez pas à la partager auprès de vos contacts ou sur vos réseaux sociaux évidemment. Les réseaux sociaux de la zone aéro, ça va apparaître dans un instant tous les liens pour pouvoir suivre les programmes et à partir de demain, on va vous partager tous les visuels de ce programme de décembre. La boutique de la zone aéro pour tous les goodies, les verres, les gobelets, les polos, vous voulez quelque chose à l'effigie de la zone, n'hésitez pas, ça se passe sur la boutique. Le Discord pour les échanges et notamment Push to Talk si vous voulez venir discuter avec nous et continuer l'échange en dehors des émissions, puisqu'il y a un paquet de gens actifs qui échangent autour de l'aviation et qui vous proposent des sujets sympas. Le Patreon, évidemment, pour le soutien de la chaîne. Et dans un instant, évidemment, restez avec nous le temps du générique, puisqu'on va aller raider une chaîne. Ce soir, on vous emmène chez Speedbird 612, qui fait de la simulation d'aviation de ligne. C'est dans un instant, donc restez bien avec nous le temps du raid et envoyez plein de petits pictos, comme Philemon Mavercon. Vous voyez le petit cœur avec les avions, là. Vous envoyez plein de petits pictos au moment où on arrive sur la chaîne. Dans un instant, merci à toutes et tous, merci à la modération d'avoir été présent. Encore une fois, merci Daniel, ça nous a fait plaisir. Merci. Et on vous donne rendez-vous évidemment bon pied, bon oeil pour la bonne prochaine émission de la zone aéro. D'ici là, fly safe pour ceux qui volent, portez-vous bien et rendez-vous la prochaine fois. Daniel, on se retrouve tout de suite offline. Voilà. Et rendez-vous dans le prochain opus. Ciao les amis, bye bye. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission. Welcome aboard, approximately 2 hours.